Il n'y a pas d'audio guide sur cette exposition, donc vous aurez vraiment à inventer, et j'en suis ravi, cet espace sonore de manière mentale demain à l'occasion des ateliers qui vont se constituer autour de cette thématique qui est une thématique très importante, mais à préciser que concernant la musique tout de même, il y a un musicien qui est représenté dans cette exposition et qui sera représenté par sa musique dans le cadre de notre programmation culturelle. Il s'agit du Chevalier de Saint-Georges, dont vous apercevrez ici le portrait en gravure, et également les 17 et 18 octobre, donc à l'occasion d'une biographie romancée du Chevalier de Saint-Georges qui est parue en Autriche et en Suisse, en allemand, langue allemande, en Suisse alémanique et en Autriche. Donc à l'occasion de la parution de cette biographie romancée, donc, nous offrirons un concert de musique de chambre, de la musique du Chevalier de Saint-Georges, ici au Memorial Act, toujours dans notre vocation à, comment dirais-je, toute manifestation culturelle, lorsqu'on est une institution culturelle, selon moi, est un prétexte à ouvrir vers d'autres champs. Les arts plastiques vont nous ouvrir vers l'histoire, nous allons en parler tout à l'heure, mais vers la musique également. Et donc, à l'occasion de ce concert, eh bien, il est prévu des actions de médiation culturelle, là aussi, très important. Tout d'abord, avec Cap Excellence, vous savez qu'il y a ce programme porté par la Philharmonie de Paris, le projet Demos, qui se déroule ici en Guadeloupe. Eh bien, Jens Barnick, donc, qui est un pianiste allemand qui travaille en Allemagne, et le violoniste guadeloupéen Dominique Bernard, violoniste, Romuald de Grimbert-Barret et le récitant Dominique Bernard, qui va lire des extraits traduits de cette biographie, vont procéder à des ateliers, des rencontres avec les jeunes du groupe Demos. On est en train de préparer le projet. Et puis également avec le lycée Carnot, où nous préparons avec les élèves musiciens et l'orchestre un travail sur l'approche musicale, comment aborder une partition, enfin des questions très techniques et qui devraient les intéresser, leur permettre d'avancer dans leur parcours. Donc oui, la musique est présente, sera présente, et on peut s'en réjouir ici aussi au Memorial Act et dans le cadre de cette exposition. Saisir les enjeux artistiques d'une telle exposition. Ils sont multiples, ils sont nombreux. Je l'ai exprimé en préambule tout à l'heure. Nous présentons pour la première fois, donc, et j'aime beaucoup maintenant pouvoir dire la première fois parce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres, et Laurella Rinson, qui sait ce qu'est le musée et qui est conservatrice elle-même, donc sait ce que le concept d'exposition signifie. Il y en aura d'autres, donc, maintenant, de différents ordres. Pour la première fois, de telles œuvres sont apportées aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens, et aux jeunes Guadeloupéennes et aux jeunes Guadeloupéens. Le titre de cette exposition est tout à fait exemplaire. Le modèle noir de Géricault à Picasso. Alors, il a changé de titre. Il a été de Manet à Matisse, à New York. Il est devenu de Géricault à Matisse à Paris, pour devenir de Géricault à Pointe-à-Pitre, ici en Guadeloupe. À Picasso, pardon, de Géricault à Picasso en Guadeloupe. C'est dire l'amplitude
l'amplitude historique que représente cette exposition, une exposition majeure dans l'histoire des expositions, dans l'histoire mondiale des expositions. Et Denise Murel, je tiens à te remercier d'avoir été à l'origine de cela, de même que le musée d'Orsay, de même que Annie Gonnet, de même que toutes les personnes qui, dès l'origine, ont perçu, saisi l'importance, l'opportunité que représentait une telle exposition pour s'interroger sur la société d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle est née aujourd'hui? Est-ce qu'elle est née avec les droits civiques aux États-Unis? Est-ce qu'elle est née avec le Bubidome en France et en Europe? Est-ce qu'elle est née? À quel moment ces mouvements de population, à quel moment la rencontre avec l'autre, la diversité culturelle, a-t-elle commencé à s'écrire? De quelle manière cela s'est-il fait? Quels signes l'histoire nous ont été donnés par l'histoire sur ces questions qui sont des questions prégnantes aujourd'hui dans le monde entier? Le 21e siècle, c'est le défi du vivre ensemble. Ou bien on le réussit, ou bien ça va très mal se passer. Pour s'interroger sur qu'est-ce que le vivre ensemble, comment sommes-nous ensemble, qu'est-ce qui s'est passé avant, à quel moment les rencontres se sont-elles faites, de quelle manière, a-t-elle toujours été d'une très très grande violence, d'une très très grande brutalité, comme l'histoire de l'esclavage dont nous témoignons ici au Memorial Act le rappelle, mais également rappelle que de cette histoire sont nées des sociétés nouvelles. La créolisation du monde, c'est aussi une résultante de cette histoire. Donc, cette histoire s'est-elle créée exclusivement de cette manière-là, ou y a-t-il eu d'autres choses que nous connaîtrions moins, ou auxquelles nous ne penserions pas? Et je dirais que c'est dans cette nouvelle perspective que cette exposition, donc le modèle noir de Géricault à Picasso, est arrivée de manière comme ça, comme une météorite, pour apporter de nouvelles réponses aux interrogations que nous nous posons et que vous êtes posées également avec vos jeunes lorsque, par exemple, nous avons présenté Zoo humain il y a 2 ans, qui parlait donc de la façon dont le racisme moderne s'est construit à travers cette histoire des zoos humains avec la fondation Lilian Thuram et le groupe Achak. Comment la mode des zoos humains qui a ramené plus d'1 milliard de personnes sur un peu plus d'1 siècle, 1 milliard de visiteurs, comment cette propagande a construit l'autre, a construit l'idée du noir et d'un exotisme qui serait inférieur, et d'une Europe, d'un Occident qui serait supérieur à ces pays exotiques et à ce Sud. C'était vrai aussi. Mais soudain, en interrogeant cette question du modèle noir et donc de la relation intime entre l'artiste qui peint, qui sculpte, qui photographie, et l'artiste qui pose, qui offre lui-même son corps, son expression, son impression, pour inspirer l'artiste, eh bien, qu'est-ce que d'abord, cette relation a-t-elle existé comme telle? Et de cette relation, que reste-t-il aujourd'hui et que nous dit-elle aujourd'hui? Et c'est le sujet et le projet de cette exposition, Le modèle noir, de Géricault à Matisse. À Picasso. Nous sommes, Memorial Act, un centre d'interprétation. Nous ne sommes pas un musée. Nous ne sommes pas un musée d'art. Pas encore. Nous sommes un centre d'interprétation, c'est-à-dire que nous interrogeons, nous questionnons, nous interprétons les signes laissés par l'histoire de l'esclavage, puisque c'est le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Nous interrogeons ces signes, ces concepts, cette réflexion, cette histoire, de façon à, je le disais tout à l'heure, tirer des enseignements pour aujourd'hui et surtout pour demain. C'est également dans ce cadre-là que l'exposition arrive ici en Guadeloupe.
lorsque Laurence Descartes, donc la présidente des musées d'Orsay et de l'Orangerie, et moi nous sommes rencontrés à Paris, qu'elle m'a parlé de ce projet sur lequel elle travaillait. On était en 2018, cela faisait déjà quelques années, c'est 3 ans, 4 ans, une exposition en préparation. C'est pas 1 an, c'est pas 6 mois. Il faut le savoir. Donc, que cette exposition était en préparation avec le musée d'Orsay et qu'elle a évoqué la possibilité que nous l'accueillions. Est-ce que cela nous intéresserait? La réponse a été évidemment oui. Oui, parce que ces œuvres ont besoin d'être vues aussi par nos populations. Il s'agit là du patrimoine mondial de l'art. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'art qui s'écrit là aussi. Et en tant qu'œuvre patrimoniale, eh bien, elles nous appartiennent également, à nous, Guadeloupéens, où nous nous trouvons. Ce n'est pas de l'art pour les autres. Ce sont ces références-là qui sont partagées par l'entièreté du monde, y compris par nous, qui ne les avons pas forcément vues si nous n'avons pas eu l'occasion de voyager jusqu'au musée d'Orsay ou au musée de Bordeaux ou chez tous les prêteurs qui nous ont prêté des œuvres. Il était très, très, très important qu'un lieu tel que le Memorial Act puisse avoir un geste aussi politique, aussi historique, que de faire venir ici de telles œuvres. C'est nouveau, et voilà, pour les raisons que je viens d'expliquer. Il faut le dire, avant de parler des enjeux purement artistiques, tout est technique. C'est très intéressant d'aborder un grand projet, voilà, les grands concepts que je viens de prononcer, de les aborder d'un point de vue bêtement technique. Lorsque Laurence Descartes me dit bon, on y va, eh bien, je rentre en Guadeloupe et on fait un audit du Memorial Act. Mais est-ce qu'on est prêt à accueillir de telles œuvres? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est techniquement prêt? Parce que ce n'est pas magique. Avant que le tapis rouge soit déroulé, il y a beaucoup de choses dont il faut avoir conscience et que je souhaite partager avec vous pour que vous en ayez conscience du travail qui a été effectué pour permettre à nos jeunes de participer, de s'approprier ces œuvres. Donc, un audit technique du Memorial Act. Et cet audit nous révèle que oui, on est quasiment prêt à l'accueillir. Tout est dans le quasiment, parce que le gap entre l'endroit où nous nous trouvions et l'endroit où nous sommes aujourd'hui, il est important, et ça, il faut le dire, je tiens à en témoigner ici, ça passe par une volonté, une vision politique, une volonté de dire oui, on y va, parce que ce sont des investissements pour permettre à cette institution de devenir ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle n'était pas hier. Elle était très bien hier, aujourd'hui on a changé de catégorie parce que le politique, le conseil régional, pour le nommer, a dit on y va, on va faire ce qu'il faut, et la preuve, c'est qu'on y est. Donc c'est important de le dire et de le savoir. Avec cette exposition, ce sont 1632, 2018, 3 siècles et demi presque d'histoire de l'art qui sont présentés ici. La première œuvre datant de 1632 et les plus récentes datant de 2018. 3 siècles et demi d'art, d'histoire de l'art, de forme, autour finalement d'un même sujet. Comment, et Denise vient de nous en parler, comment ce sujet, cette présence noire, a-t-elle été vue, représentée? Comment s'est-elle imposée? Enfin, comment est-elle arrivée jusqu'à nous? C'est la façon que nous avons eu de rechercher, de nous inspirer de l'exposition telle qu'elle était présentée à New York puis à Paris pour la présenter de manière singulière ici. Allions-nous reproduire exactement le même parcours? Allons-nous faire d'autres choix?
C'est un medley des deux, un mélange des deux. La réponse tient dans les deux parties de la question. Oui, nous inspirer du parcours de Paris, du parcours de New York, et puis oui, avoir une lecture qui ressemble à notre originalité. Nous sommes guadeloupéens, nous sommes un pays noir et blanc. Et à partir de là, comment relire l'histoire de ces œuvres? Je dirais que la première, première chose que nous avons faite sur les enjeux artistiques, il y avait à Paris notamment, plus qu'à New York, je crois, tout un volet de l'exposition, notamment autour d'Alexandre Dumas, qui portait sur les caricatures. On n'a pas vu, mais... Et avec Thierry Létang, donc, nous nous sommes dit que cette dimension de la caricature ne nous intéressait pas. Pour quelle raison? Parce qu'on l'avait traité dans Zoo humain, qui était principalement comment, à travers la caricature, on a réussi à construire une image du noir et de l'autre, qui fait que dans les stades de football aujourd'hui, on fait des cris de singe c'est de ça dont on parle. C'est très exactement de cela dont parle cette exposition. Comment briser ces mécanismes qui nous ont été imposés? Peut-être le beau, le sensible, l'art peuvent et doivent nous y aider. La relation entre un artiste peintre et un artiste modèle qui travaillent tous deux à construire une œuvre qui soit réussie, peut-elle nous aider à combattre efficacement d'autres stéréotypes? Donc, ces caricatures, nous n'en voulions pas. Elles ne nous intéressaient pas. On l'avait traité, ce n'était pas le sujet. Nous avons réellement, nous nous sommes concentrés sur les peintures. C'est principalement une exposition de beaux-arts, de peinture, de sculpture et de photographie avec quelques textes majeurs. La seconde question que nous nous sommes posée est celle de l'histoire de l'esclavage, puisque Géricault, dans le choix de l'ouverture de l'exposition à Orsay et maintenant à Pointe-à-Pitre, fait appel à l'expérience de Géricault. Géricault qui, lorsqu'il naît, l'esclavage est déjà réinstauré dans la Caraïbe, mais il va être un fervent combattant de l'esclavage. Et son tableau iconique, donc le radeau de la Méduse, est un manifeste, un signe qu'il envoie contre ce système qu'il dénonce et dont beaucoup d'artistes dénoncent. Donc, la question de l'esclavage, allions-nous la traiter alors qu'on la traite tous les jours? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à dire? Ou bien, et lorsque nous avons dit, bon, oui, si, il faut la traiter, on ne peut pas faire de l'évitement, sinon on nous dira qu'on fait de l'évitement, il faut donc se confronter à cette histoire. Comment l'aborder? De quelle manière la traiter? De quelle manière, alors que l'on parle de l'esclavage, apporter aussi d'autres informations, une autre manière de penser ces personnes. Et nous avions là trois sujets iconiques qu'il nous a paru intéressant de rassembler dans ce corpus précis, qui sont Alexandre Dumas, le père de celui qu'on appelle le père, donc le général Alexandre Dumas, le chevalier de Saint-Georges et Guillaume le Thiers, donc deux Guadeloupéens et un Haïtien, qui sont des personnages iconiques de l'histoire de France, de l'histoire de la Révolution, et voilà, sachons-le, ces personnes viennent de chez nous, ont été mais directement et frontalement en lien avec ce moment important de la Révolution française, ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, lutté au sens physique du terme, au sens voilà, de prendre les armes, sont morts pour ces idées, et au plus haut niveau, hein,
le général Alexandre Dumas est général, va être général. Le chevalier de Saint-Georges va lever une armée, l'armée des Américains, qui reviendra en Haïti pour combattre pour la Révolution. Et puis Guillaume le Thiers, qui va devenir donc le premier noir à diriger la Villa Médicis à Rome, un grand artiste, un très grand peintre. Donc, comment, à partir de notre histoire, à partir de notre identité, qui sommes-nous, où sommes-nous, cette petite île, ce grain de beauté qui s'appelle Guadeloupe et qui permet aussi de parler du monde. Lorsque nous changeons de point d'observation du monde et de l'histoire, on aperçoit d'autres aspects de cette histoire. Et c'est ce qui nous a intéressés particulièrement dans ce travail, à partir du corpus d'œuvres qui était à Orsay, que nous avons choisi de présenter, puis d'autres œuvres. Il y a à peu près 60% d'œuvres qui étaient présentées à Orsay, dont une bonne partie aussi à New York, et puis 40% d'œuvres qui sont présentées ici, voilà, de choix différents que nous avons faits pour la Guadeloupe. Ces choix différents sont nés également du fait du déplacement, du décentrement géocentralisé du regard, c'est-à-dire européano-centralisé du regard, donc de ce décentrement à partir de la Guadeloupe pour regarder de nouveau cette histoire, essayer de la lire et d'en apercevoir des aspects qui nous auraient échappé ou sur lesquels nous pourrions, à partir d'ici, donner des coups de projecteur particuliers. Les enjeux artistiques pour les professeurs de dessin, de peinture, ils sont importants. On va partir dans cette exposition donc de portraits les plus classiques qui soient, pour arriver jusqu'au XXe et au XXIe siècle, où l'on va entrer dans l'abstraction totale. Donc c'est, d'une certaine manière, et en accéléré, un cours d'histoire de l'art à partir d'un sujet. C'est une des entrées que nous avons choisi de prendre pour cette exposition, d'avoir conscience que nous traversons l'histoire de l'art, que nous avons affaire à des genres différents. Le peintre Manet étant le central parce qu'avec lui et après lui va naître réellement l'impressionnisme, et après lui également et à travers lui va naître le XXIe siècle, une autre manière de penser la manière de peindre. Donc cette pierre angulaire que représente Manet et son tableau iconique, le modèle noir, Olympia, pardon, dont il s'inspire à partir d'une œuvre du Titien, la Vénus d'Urbino, qui est donc un tableau orientaliste, enfin historique, traditionnel. Il va s'en inspirer, mais comme le disait Denise, en rapprochant les plans, en effaçant les perspectives, il va permettre à la peinture d'entrer dans une autre manière de représenter les êtres. C'est d'abord ce parcours-là, donc cette lecture des œuvres. Progressivement, on s'aperçoit que la manière de montrer, et pas seulement parce que les gens portent des vêtements différents, la manière de les peindre, de les représenter, évolue. Donc ça, c'est une des premières choses qui nous a intéressés. La seconde, et Denise l'a longuement exprimée, c'est toute la dimension culturelle. De tout temps, les hommes ont voyagé. Avant l'esclavage, les Noirs étaient en Europe. Au XVIIIe, les Noirs étaient en Europe. Au XIXe, les Noirs étaient en Europe. Et accessoirement, parce qu'en venant en France notamment, l'esclavage n'existait pas sur le territoire de France, et donc l'émancipation devenait
systématique, le droit du sol. Cette dimension-là également, cette entrée-là est importante pour nous et du coup pour les jeunes qui vont venir visiter cette exposition, quand vous allez venir avec eux, qu'ils comprennent bien les enjeux, ces enjeux-là. Également, et Denise en parlait, entre la représentation de la domesticité, qui étaient des métiers pratiqués par nombre de ces Noirs vivant sur le sol national, de la domesticité donc à l'émancipation de cela, c'est ce que propose sensiblement et progressivement l'exposition pour entrer dans finalement, c'est au XXe siècle, on aperçoit soudain réellement une bascule dans la présence, le type de personnalité représentée et leur place, tout simplement, historique, sociale, sociétale, dans la société française et dans le monde. Je vais sans doute conclure là-dessus, hein, parce que c'est aussi une expérience et la visite de l'exposition vous permettra de le comprendre physiquement et d'expérience. Il y a la fin de l'exposition fait appel à la modernité. Il y a une œuvre. Alors, nous parlons d'Olympia. Olympia, parce qu'elle est importante dans l'histoire de l'art, parce qu'elle est importante pour les raisons que nous venons de dire. Et il y a le travail de Jean-Pierre Schneider, donc, dont vous avez vu ici une œuvre, mais il y en a 3 qui sont présentées, qui sont dans le choix artistique et la raison de cette présence-là, le choix de parler de qu'est-ce que l'abstraction, l'art abstrait. C'est un mot qui semble appartenir à d'autres. Et là, nous avons eu l'opportunité, à travers le travail de cet artiste, de proposer par l'exemple une expérience, non pas une définition, mais une expérience de l'abstraction, l'art abstrait. Donc, Olympia, vous l'avez vu, c'est un tableau que l'on connaît ou que l'on reconnaît. On a une eau forte d'Olympia dessinée par Manet, donc elle est présente, mais en petit format. Ce n'est pas le grand tableau qui, lui, ne peut pas voyager. Il n'était pas à New York, il n'est pas en Guadeloupe non plus. Mais nous avons donc cette eau forte de l'Olympia qui est représentée. Et ce travail donc sur l'abstraction à partir d'une œuvre réelle me semblait intéressant ici en Guadeloupe d'avoir comme ça une sorte de démonstration dans les faits de comment passer d'une représentation à de l'abstraction qui donne sens et qui permettent malgré tout à l'œuvre d'exister, au personnage d'exister. C'est pour moi une des choses qu'il était important de montrer ici au public. Il y a également une photographie de Wenju Zhang qui me paraît très intéressante. Wenju Zhang est donc une artiste chinoise qui fait des performances, des photos qui sont des performances dans lesquelles elle se met en scène. Et donc, elle se met en scène dans une interprétation de ce tableau d'Olympia, à nouveau, où elle, chinoise, endosse le personnage d'Olympia, donc cette femme qui est allongée, sauf qu'au lieu d'être la femme blanche,
dans le tableau, elle se peint le corps en noir. Donc elle, chinoise, se peint le corps en noir pour représenter l'Olympia, tandis que la servante est interprétée par une femme blanche et blonde. On est là absolument dans ce qu'on appelle une mise en abîme des thématiques qui nous intéressent ici avec cette exposition. La question du blanc, la question du noir, ce que c'est qu'être noir, ce que c'est que l'altérité. Est-ce que cela veut dire quelque chose? Est-ce que cela ne veut plus rien dire du tout? Et je trouve que Wenju Zhang, en faisant ce choix radical là, nous en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et de manière très intéressante sur la vacuité de ce mot et de ces concepts quand on essaie de les mettre en opposition que le noir et le blanc. L'être noir et l'être blanc. Elle, à travers cette mise en abîme, elle nous interroge nous-mêmes sur qui sommes-nous, c'est quoi notre identité, c'est quoi être noir, c'est quoi être blanc, c'est quoi être jaune, c'est quoi être un humain, c'est quoi être... Est-ce que c'est une question de couleur, est-ce que c'est une question de société? C'est ce genre de message et d'expérience qu'il est proposé aux jeunes de vivre et de partager, qu'ils vont comprendre aujourd'hui, peut-être plus tard, ils y reviendront, mais ils auront vécu cette expérience. L'œuvre d'art, c'est une expérience. L'exposition, c'est une expérience. Ce n'est pas de la culture en soi pour pouvoir en parler dans les salons. Oui, on peut en parler, d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a des débats passionnants et qui nous passionnent, mais c'est de l'expérience du sensible, l'expérience de la beauté. C'est cela la création artistique, c'est cela l'exposition, c'est ce à quoi sert le musée et l'institution muséale en proposant ses œuvres et ses expériences. Vous le verrez, au cours de cette exposition, nous avons également souhaité simplement laisser parler les artistes au travail. Je crois que alors il y a des moments qui sont comme cela très historiquement, comme je viens de l'expliquer, marqués, qui ont une signification historique, politique, sociale, sociétale, et c'est important. Il y a aussi ce moment simplement où c'est la vie qui s'exprime, et c'est ce moment, je pense notamment à la séquence dite dans l'atelier du peintre, où il est pour moi bouleversant de voir comment un artiste essaie le plus humblement, le plus professionnellement, avec le plus de talent ou de génie pour certains, de traduire ce qu'il perçoit de ce que le modèle qu'il a en face de lui offre. Et c'est finalement cette relation-là qui est importante, la relation de travail entre des êtres pour produire ensemble une œuvre. Travailler ensemble, faire ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde l'autre et l'autre qui se sent vu ou qui se sent observé. C'est un travail en commun qui est réalisé. Et c'est profondément ce que j'espère que l'on comprend à travers cette exposition. C'est une chose que j'espère que les jeunes emporteront avec eux, que c'est une œuvre en commun, une œuvre collective. Ce ne sont pas des photos volées, ce ne sont pas des portraits volés, c'est bien des moments et des heures de pause pour arriver à produire ces simples visages qui nous ressemblent également. Pour moi, ça a été, et je remercie, pour le coup, j'avais pas pensé à cela, certaines œuvres que je connaissais, d'autres nombreuses que j'ai découvertes, et je n'avais pas vu, même à travers les œuvres que je connaissais, à quel point les personnes qui sont là me ressemblent à mon voisin, ressemblent à ma voisine, ressemblent à quelqu'un que j'ai connu, que je connais, ressemblent à mon père. Comment nous sommes là? Et de se dire que ce lien entre nous aujourd'hui et nous avant existe. Il existe et il nous est restitué à travers ces œuvres. C'est également de cela qu'il s'agit
avec cette exposition ici en Guadeloupe. Et c'est une chose qui m'avait marqué à Paris. Je l'ai vu pour différentes raisons de nombreuses fois, l'exposition. Et la chose que j'ai un moment qui m'est apparue dans le public très nombreux qui étaient à chaque fois présents dans les salles de l'exposition, c'est que noir comme blanc, tout le monde, pour la première fois, découvrait ses œuvres et s'interrogeait sur ces questions. Et ça, c'était une première historique. C'est-à-dire qu'avant cela, il n'y avait pas eu de sujet. On ne s'était jamais interrogé, je ne m'étais personnellement en tout cas, jamais interrogé de cette manière-là sur cette relation, sur cette présence-là, sur ce que tout cela pouvait signifier. Et c'est une expérience donc tout à fait nouvelle, une première, qui est proposée ici en Guadeloupe, comme elle l'a été à New York et comme elle l'a été à Paris. Et là, c'est une expérience que nous avons en partage, donc avec ces deux autres lieux emblématiques, de vivre pour la première fois une telle expérience. Et je pense qu'on a énormément de chance de pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais dire pour parler de cette exposition, des choix qui nous ont guidés, du sens qu'elle revêt pour nous, pour moi, pour le Memorial Act, pour les collaborateurs qui y travaillons, qui y avons travaillé. C'est un moment nouveau, donc il y en aura d'autres, mais celle-ci, de par son sujet, est pour nous vraiment une exposition de société qui se traite à partir d'œuvres d'art. Donc c'est une exposition d'art qui a vocation à être une exposition de société et à laquelle j'espère que vous prendrez plaisir et que les jeunes que vous amènerez ici pourront se l'approprier. Je vous remercie.